reconnais le Sahara, il est marocain, c'est tout. Monsieur Macron, reconnais le Sahara, il est marocain. Le Sahara, il est marocain. Pourquoi vous voulez jouer le double tranchant de la langue comme ça? Ça se fait pas. Dis seulement, reconnais seulement que le Sahara est marocain. C'est tout. Bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous les participants. Madame la Présidente, je suis Zahra Saad d'origine marocaine, docteur chercheuse à l'Institut national de recherche halieutique de Dakhla Ouad Dhahab. Madame la Présidente, depuis la récupération des régions sud, le Sahara marocain a bénéficié et bénéficie encore d'un effort public considérable pour réaliser son désenclavement et son insertion économique au sein du pays. Les investissements massifs effectués par l'État donnent à ces régions la structuration qui leur manquait. Le secteur de pêche était le premier domaine à structurer en commençant par la mise en place des infrastructures nécessaires et l'établissement des plans et programmes d'exploitation durable des ressources halieutiques. Les régions du sud marocain s'étendent sur une superficie totale de presque 335 000 km et jouissent d'une côte atlantique de longueur de 950 km. Le Sahara marocain possède actuellement des eaux parmi les plus poissonneuses du monde, avec de nombreuses espèces très recherchées. De ce fait, les ports sahariens occupent aujourd'hui le premier rang pour certaines productions. En termes de promotion et de développement, l'État a exigé la création de l'Agence de promotion et de développement économique et social des provinces du Sud marocain en 2002 et du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes en 2007. Dès lors, le secteur de pêche dans ces provinces a connu une transformation radicale. Le Conseil a approuvé de nombreux projets, dont la création de 1000 entreprises de pêche maritime et de nombreux emplois pour les jeunes, et l'optimisation de l'exploitation des ressources halieutiques par la création ou mise à niveau d'entreprises spécialisées dans ce domaine. L'Agence du Sud a investi près de 26 millions d'euros pour le développement de la pêche, et ce à travers la construction et l'aménagement de villages de pêcheurs dans la région de Laayoune, Boujdour et la région de Dakhla Ouad Dhahab, ainsi que la réalisation d'un nouveau port. L'investissement global estimé injecté dans la flotte de pêche immatriculée dans la zone depuis 1977 s'élève à 134,7 millions d'euros. Depuis 2009, la promotion du secteur de pêche s'est basée sur plusieurs plans de développement nationaux, dont le plus global est le plan halieutique, qui est la stratégie de développement et de modernisation du secteur de la pêche maritime nationale. L'année 2015 a connu le lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Dans le cadre de son modèle, un programme d'investissement de près de 8 milliards d'euros a été consacré aux provinces du Sud. Le secteur de pêche a bénéficié lui seul de près d'1 milliard d'euros dédiés à la construction du nouveau port Dakhla Atlantique et 120 millions d'euros consacrés à la valorisation des produits de la pêche. Aujourd'hui, les provinces du Sud disposent de 150 unités de transformation ouvrant dans différents domaines d'industrie, de la pêche et d'aquaculture. Enfin, il est à signaler que l'État marocain a mis en place un nombre important d'instituts et d'établissements, notamment le corps militaire et paramilitaire, l'Institut national de recherche halieutique au service du milieu marin. Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, la récente décision de la France en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est à la fois conforme au droit international, comme elle respecte les principes de souveraineté nationale et d'intégrité territoriale consacrés par la Charte des Nations Unies. Comme la décision américaine de 2020 consacrant la marocanité du Sahara, la décision française émane d'un État membre du G7, membre permanent du Conseil de sécurité, qui a appuyé l'initiative marocaine d'autonomie dès qu'elle a été présentée à ce Conseil en 2007. Avec cette prise de position sur ce qu'elle considère comme un enjeu de sécurité nationale pour le Maroc, la France franchit un pas historique, affirmant que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Par ailleurs, évoluant également en qualifiant l'initiative marocaine d'autonomie de seul cadre pour résoudre la question du Sahara marocain, la France rejoint les nombreux soutiens de la marocanité du Sahara, qui voit dans cette initiative, effectivement, la seule et unique moyen actuel pour permettre un terme définitif à ce conflit régional. La position de la France incitera sans doute d'autres pays européens à se joindre au large consensus international qui se renforce régulièrement à l'image du soutien apporté récemment par la Slovénie, la Finlande et le Danemark à l'initiative marocaine d'autonomie. Madame la Présidente, la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne portant sur le Sahara concerne, elle, les principes de libre-échange commercial, à l'instar de décisions antérieures des justices anglaises et néo-zélandaises qui portaient sur des exportations.
Contrairement à ces dernières, pour lesquelles l'important était que les accords commerciaux concernant le Sahara marocain puissent profiter pleinement aux populations locales, ce qui est à l'évidence manifestement le cas, la Cour, cette fois, dans une approche juridiquement très ambiguë, estime que le consentement de ces dernières, des populations locales, n'était pas assez explicite. Cette approche est actuellement très contestée par les plus hautes institutions européennes, la Commission et le Conseil, contestée aussi puisque, par exemple, le Parlement européen vient de refuser la demande émanant de soutien du Polisario de débattre du sujet. Contrairement donc à ce qui est parfois affirmé et que nous avons pu entendre, force est de constater que l'évolution des États membres de l'Union européenne et celle des représentants de leurs citoyens vont dans le sens d'une approche de plus en plus critique des pseudo-arguments invoqués par le Polisario. Madame la Présidente, loin des ambiguïtés de la Cour de justice, les deux anciennes puissances coloniales, la France et l'Espagne, qui connaissent l'histoire du territoire, reconnaissent aujourd'hui la marocanité du Sahara, tandis qu'un grand nombre de pays arabes, européens, africains et asiatiques s'inscrivent dans cette dynamique. Rappelons pour conclure les fondamentaux. Le dossier du Sahara est exclusivement géré par le Conseil de sécurité, dont les résolutions appellent depuis 2007 à une solution politique fondée sur le compromis et le réalisme et soulignent l'intérêt majeur de l'initiative marocaine d'autonomie. Je vous remercie. La Présidente, le fléau du séparatisme est devenu une grave menace à la paix et à la sécurité en Afrique. Ces nombreuses accointances avec les organisations terroristes sont documentées au jour le jour. Certains pays l'utilisent ouvertement pour tenter de diviser, pour régner. C'est le cas du pays hôte des camps de Tindouf concernant les différentes régions sur la question du Sahara marocain. Ce pays n'a pas trouvé mieux que de créer en 1973 une entité séparatiste nommée Polisario pour tenter d'amoindrir son voisin de l'ouest, le Maroc, à travers un agenda hégémonique au visée destructrice. Depuis cette date, les voisins de l'est du Maroc abritent cette entité séparatiste, l'armée militairement, la financer à coups de pétrodollars, la défend politiquement et diplomatiquement au sein de ces organisations internationales, comme c'est le cas aujourd'hui au sein de cette commission. Les voisins de l'Est du Maroc, qui se prétendent faussement partie intéressée à différentes régions, a mis en place une stratégie bien rodée pour maintenir sous perfusion de le Polisario et en lui déléguant une partie de son territoire au mépris du droit international. Pour appliquer sa stratégie, le pays hôte de cas de Tindouf ne lésine sur aucun moyen, quitter à priver sa propre population de rentes importantes de la production gazière pétrolière pour le destinant à un groupe armé séparatiste qui contribue à la déstabilisation du Sahel. Madame la Présidente, le pays hôte de camp de Tindouf prône la division parmi les pays africains. Comment peut-on se prétendre partie intéressée à indifférent alors que la question du Sahara marocain figure à l'ordre du jour de l'Assemblée de rencontres bilatérales de pays hôtes des camps de Tindouf, de ses déclarations officielles et des communiqués de presse? Une partie intéressée ne convoque pas l'ambassadeur dont le pays a décidé souverainement d'ouvrir un consulat général au Sahara marocain. Une partie intéressée à différentes régions ne recourit pas également à la menace et au chantage en rappelant son ambassadeur auprès d'un pays qui a décidé souverainement de soutenir la marocanité du Sahara. En fait, une partie intéressée ne maintient pas coûte à coûte. On sait de l'Union africaine une entité qui ne jouit d'aucune qualité d'un État selon la Convention de Montevideo. Madame la Présidente, la communauté internationale doit être consciente du danger que représente le Polisario pour la paix et la sécurité dans le monde. À cet effet, la décision de la Cour européenne est une grave erreur que ni les grandes institutions européennes, ni les États membres de l'Union européenne n'ont cautionné, souciés de préserver leur partenariat stratégique avec le Maroc. Un État fiable est pourvoyeur de paix et de la sécurité dans son environnement immédiat et dans le monde. Et je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Madame la Présidente, ce qui devait arriver a fini par arriver. Mon pays, la France, a pris la décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La lettre du président Macron à Sa Majesté le roi Mohamed VI scelle en effet en des termes on ne peut plus clairs l'intangibilité de la position de la France. Le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Par ces mots, la France a franchi le pas de la clarté en se joignant à la dynamique internationale
d'appui massif au Maroc. Cette décision apparaît ainsi comme un tournant décisif sur cette question que la France considère comme un enjeu de sécurité régionale. Madame la Présidente, j'observe aussi que l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc aux membres du Conseil de sécurité en 2007 est désormais qualifiée par une très grande majorité d'États de seule et unique base pour le règlement de ce différend régional. Preuve en est faite sur le terrain, dans les villes de Laayoune et de Dakhla, avec l'ouverture de 32 consulats généraux issus de 4 continents. Or, pendant ce temps, le pays voisin de l'Est recourt à tous les moyens pour maintenir cette question dans un statu quo conflictuel. Il conteste régulièrement tous les actes juridiques internationaux conclus par le Maroc en s'appuyant sur une réglementation onusienne de portée générale datant des années 60 qui, à l'évidence, ne prend en compte ni les réalités historiques, politiques et religieuses du pays, ni les évolutions intervenues depuis 2007. Or, j'observe que les juges saisis se divisent sur la méthode. La Cour de justice européenne fait du juridisme réglementaire. Elle annule en ignorant les réalités en cause et la souveraineté des États membres. En même temps, la Haute Cour anglaise refuse de fonder l'annulation d'un traité sur le seul défaut formel d'autodétermination. Les traités sont pour elle des actes juridiques de souveraineté. Ainsi, la décision du 4 octobre de la Cour européenne était dès lors prévisible. On rendra ici hommage à la France de l'avoir anticipée dès juillet par la déclaration ferme et solennelle de son président. Il n'y a pas d'erreur plus grave que celle qui est volontaire, aveugle et passionnée. Il est temps désormais que la pression de la communauté internationale permette à la raison de clore définitivement